Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant d'accueillir David Galgels, j'accueille Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Bienvenue sur Ligne Droite. Merci, c'est très gentil de me recevoir. Vous êtes rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, vous allez participer à l'interview avec nous. Et puis c'est l'occasion de rappeler que l'Étudiant Libre est en kiosque. Oui, alors pas en kiosque, mais sur Instagram. On n'a pas encore les moyens pour ça, mais en tout cas, notre numéro de Noël vient de sortir. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de nous contacter sur notre site internet ou sur Instagram. Le numéro porte bien évidemment sur la famille en cette période de Noël, en cette sainte période de Noël. Rappelez-nous son titre. Bocage et mariage, même combat. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup Valentin Schirmer. Et tout de suite, on se tourne vers notre invité. Vue de haut. Bonjour David Engels. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Zákonní de Poznań, donc en Pologne, ancien titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est pour analyser avec vous finalement cette nouvelle forme de guerre froide. On va peut-être pas l'appeler guerre froide, peut-être même que vous allez lui donner un nom qui se déroule sous nos yeux avec évidemment ce fond de guerre ukrainienne. Mais d'abord, pour commencer, comment définiriez-vous justement, puisqu'on ne parle pas forcément de guerre froide, d'ailleurs elle est chaude même à certains endroits, comment vous définiriez cette nouvelle crispation qui se passe sur le continent européen ? Oui, guerre froide est certainement un bon terme maintenant. J'ai un peu des soucis avec trop d'analogies avec la guerre froide du passé parce que celle-là, elle opposait deux systèmes idéologiques bien différents. Il y avait d'un côté le système libéral, capitaliste, libre, démocratique, etc. De l'autre côté, un système collectiviste, communiste, matérialiste, oppresseur, etc. Or, aujourd'hui, on voit une claire oppression, mais moi, j'ai de plus en plus de difficultés à voir au fond des difficultés vraiment ou des différences vraiment fondamentales entre ces deux systèmes. Parce qu'on dit très souvent, voilà, on a l'Ouest qui défend, disons, un certain wokisme, un certain globalisme, etc. Et l'Est, c'est-à-dire la Russie, qui défend, soi-disant, des valeurs traditionnelles, etc. Mais quand on regarde un peu de près, en tout cas pour moi, ces différences ont tendance à s'estomper. Et moi, je vois en tout cas dans la Russie, pas du tout maintenant le défenseur des valeurs conservatrices chères aux Européens. Quand j'y regarde un peu de plus près, je vois un système oligarchique, un peu comme à l'Ouest. Je vois un régime très clairement covidiste, comme à l'Ouest. J'y vois une censure massive, comme on le connaît chez nous aussi déjà. Oui. Je vois un support de l'islam également. Je vois une oppression de l'État-nation. Je vois une alliance avec la Chine. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit moins maintenant d'une véritable opposition entre deux idéologies, mais plutôt deux systèmes de pouvoir. Oui, de puissance. Oui, exactement. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est la montée de puissances qui sont d'une certaine façon autoritaires, comme vous l'avez décrit, mais chacune de leur côté, tout simplement, chacune revendiquant sa pleine puissance, et donc voilà la nouvelle opposition. Absolument. Moi, j'ai l'impression qu'une fois de plus, les prédictions d'Oswald Spengler, qui disait qu'au fond, les grandes différences idéologiques allaient s'estomper au XXIe siècle et qu'on allait uniquement assister à la montée des césarismes, qui allaient utiliser par-ci, par-là quelques arguments idéologiques pour se légitimer, mais qui au fond se valaient bien. Eh bien, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se passe, et c'est pour ça que j'ai des grandes difficultés aussi avec la position de beaucoup de conservateurs en France ou en Allemagne qui croient devoir supporter coûte que coûte la Russie en espérant qu'elle allait défendre les valeurs conservatrices et nous libérer de l'américanisation. J'ai pas l'impression qu'on va de meilleur en pire ou dans l'autre sens avec ces deux situations-là. Moi, je vois vraiment une situation où nous, en tant qu'Européens, et surtout en tant que patriotes européens, on est un peu face à deux systèmes qui nous montrent juste une chose, c'est-à-dire l'absence d'un véritable pouvoir conservateur européen qui pourrait défendre nos valeurs à nous et nos intérêts stratégiques et politiques bien à nous et bien européens.
Ouais, alors énormément de choses très intéressantes, David Engels, Valentin Schirmer. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que là, vous venez effectivement de déconstruire ce mythe de la Russie conservatrice, mais on pourrait même étendre cette hégémonie du système idéologique à la Chine, puisque on voit très clairement aujourd'hui l'arrivée en Occident du modèle de surveillance chinois, et puis beaucoup de liens, notamment entre le Forum économique mondial et enfin une admiration en tout cas, il faut avouer, de certains membres du Forum économique mondial vis-à-vis de la Chine. Donc on a vraiment du mal à voir quel contre-pouvoir en fait existe encore à ce système. Idéologique au Oui, moins, ouais. absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai des grandes réticences par rapport à certains collègues qui croient que le futur réside dans un genre d'alliance eurasiatique qui pourrait s'opposer aux méchants États-Unis. Moi, je peine à comprendre comment, d'un côté, on puisse affronter coûte que coûte l'Union européenne pour tout ce qu'elle a en effet de mal, et en même temps espérer que la Chine, qui est certainement encore 10 fois pire, va pouvoir nous sauver. Bien Donc, sûr. on est vraiment dans un genre d'impasse où je dis oui, évidemment. Il faut, en tant que conservateur, en tant que quelqu'un qui est pour l'autodétermination des peuples, pour la possibilité de l'État-nation de définir aussi sa propre allégeance politique et surtout sa survie, tout simplement matérielle. Il faut donc avoir une certaine sympathie, très clairement pour l'Ukraine, et puis surtout pour les immenses souffrances humaines qui sont là. Mais en ce qui concerne le résultat idéologique, d'une manière ou d'une autre, on est un peu laissé à soi. Si on se dit à la fin de cette guerre, l'Ukraine rentre dans le giron russe, la Russie deviendra encore plus puissante et voudra certainement encore plus, probablement tôt ou tard, étendre ses frontières, ce qui n'est pas en notre avantage. Mais une Ukraine qui rentrerait dans le giron des puissances De de l'OTAN. l'Ouest et surtout de l'OTAN, et qui s'alignerait alors aussi idéologiquement avec le wokisme, c'est pas nécessairement ça qui nous rend très heureux. La seule possibilité, et ça malheureusement je l'entends très rarement dans les milieux conservateurs, ce serait déjà maintenant d'être actif en Ukraine et de supporter les mouvements conservateurs ukrainiens, ceux qui voudraient en effet faire partie de l'Ouest et de quitter cette misère post-bolchevique, ce qu'on peut très bien comprendre, mais en même temps qui voudraient dire nous on veut une Ukraine qui soit libre, qui soit Qui ne soit occidentale, pas mais qui soit américanisé. conservatrice. Ouais. Voilà, qui sera basée sur les valeurs de la famille, du christianisme, du patriotisme, de l'appartenance à la civilisation européenne, etc. C'est ça qu'il faudrait supporter. Et ça, malheureusement, je le vois pas encore vraiment dans nos mouvements à nous qui Non, semblent absolument pas. se jeter dans les bras de la Russie, en fait. Oui, alors oui et non, enfin, on voit tout, comme vous l'avez bien décrit, on voit ces deux mouvements, on voit ceux qui se jettent dans les bras des Américains, ceux qui se jettent dans les bras de la Russie, et en effet, on peut déplorer, et je vous suis totalement sur cette question, que finalement, on n'est pas aujourd'hui cette position des non-alignés, c'est-à-dire ni. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça la position que doit tenir la France, comme d'autres pays européens, finalement, de dire, nous voyons ces titans qui font leur guerre les uns contre les autres dans leurs intérêts à eux, et finalement, nous devrions pouvoir trouver une troisième voie. Oui, bon, je dirais que dans cette situation-là, on est quand même, si on est honnête, on est quand même dans une guerre d'agression d'une nation impériale contre une autre nation, où, disons, il est relativement clair qui est l'attaquant, qui l'est pas. On voit très bien que la Russie, en tout cas au début, voulait procéder à une mainmise totale sur la Russie. Donc je crois qu'on peut pas se Sur l'Ukraine. confiner dans une certaine de l'Ukraine, pardon. Donc on peut pas se confiner juste dans une certaine neutralité en disant cette guerre ne nous regarde pas. Je crois que honnêtement, moralement, en tant que conservateurs européens, nous devons aider l'Ukraine, tout en connaissance de cause évidemment de tout ce que cela signifie, au moins dans le court terme. Mais c'est sûr que au-delà de ça, oui, il faut développer absolument une troisième fois. Il faut développer un patriotisme européen conservateur qui allie les intérêts des différents États-nations à celui de la survie de notre civilisation qui est mise à mal actuellement. Or, c'est certainement pas des gouvernements d'Europe occidentale actuelle que cela va venir. Et en Europe orientale, on voit là évidemment une attitude un peu différente. Moi, j'habite en Pologne, comme vous l'avez dit, donc je vois évidemment le point de vue polonais tous les On jours. va en parler. Et celui-là est déjà très différent Tout à au fait. fond de celui français.
On va reparler du point de vue On polonais. va parler ensuite effectivement de cette Europe. Mais pour continuer sur ce sujet, vous avez appelé dans un entretien récent au renouveau et au retour d'une Europe espérialiste. Est-ce que vous pourriez expliciter ce terme parce que ça m'a paru très intéressant? Oui, donc cette idée d'espérialisme, c'est un mot que j'ai tenté de lancer pour éviter le mot européiste qui est tellement associé à gauche et occidentaliste qui alors là est directement vu en opposition avec l'orientalisme, etc. Je voulais éviter ces deux risques, donc euh, j'ai misé sur ce mot espérialisme qui vient de hesperos, donc l'Occident vu de la part des Grecs dans l'Antiquité, pour exprimer un certain patriotisme européen, mais conservateur. Donc un oui à une certaine forme d'unification européenne, confédérale, pour nous aider à protéger nos frontières communes, à assurer l'accès à nos ressources stratégiques, à nous défendre contre ces immenses pouvoirs qui se construisent actuellement, que ce soit les États-Unis, la Chine, partiellement la Russie, le monde musulman, etc., mais qui soit basé donc justement sur un conservatisme culturel, pas un gauchisme universaliste, mais une attitude positive par rapport à ces 1000 ans d'histoire qui nous façonnent. Et c'est un peu cette idée-là que je tente dans toute une série de publications maintenant de mettre en avant et qui, je crois, fait quand même son petit chemin durant ces dernières années, parce que je vois de plus en plus que beaucoup de jeunes, surtout, ont cessé de trouver ce souverainisme un peu vieux jeu, basé sur le fait que la France, elle est juste maintenant de nouveau un État-nation autonome, saurait braver tous les risques du monde, et des jeunes qui de plus en plus remarquent non, il faut qu'on travaille ensemble, nous les Européens, parce que nos ennemis potentiels, en tout cas nos rivaux, sont beaucoup trop puissants pour pouvoir s'y opposer tout seuls. Mais est-ce que pardon, cet appel qu'on comprend, deux questions par rapport à ça. La première, est-ce que forcément, enfin, bien évidemment qu'il y a une identité commune à l'Europe, mais est-ce que cette identité doit forcément nécessiter supposer une structure politique supranationale, puisque justement le respect de l'État-nation est un des fondamentaux de l'Europe. Et puis deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui pratiquement empêchent cet appel, puisqu'il y a des pays qui profitent concrètement aujourd'hui économiquement, notamment de cette situation de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. On pense au Luxembourg, on pense à tout ce centre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, et qui pourraient empêcher cette Europe conservatrice d'advenir. Oui, absolument. C'est ça le gros souci. Mais nous n'avons pas beaucoup d'autres alternatives à cela. Et on voit quand même que partout, sauf dans ce centre, évidemment, le conservatisme européen est en train de monter, que ce soit en Italie avec Meloni, que ce soit en Pologne et en Hongrie de toute façon, que ce soit maintenant aussi chez les Suédois, que ce soit en France ou quand même d'élection en élection, on va de plus en plus loin dans ce chemin-là, même en Espagne avec Vox. Donc j'ai quand même un certain espoir qu'à l'aube d'une dizaine d'années peut-être, on pourrait en effet arriver à revoir un peu cette Union européenne. Et oui, je crois qu'il nous faut un minimum de coopération entre les États-nations, parce que il y a des questions qui ont cessé déjà de toute façon d'être des questions nationales, notamment le contrôle de la migration venant de la Méditerranée. Et nous ne pouvons pas laisser tout seuls les Grecs ou les Italiens en leur disant, surtout du point de vue de l'Allemagne, ça nous regarde pas parce que nous on n'a pas de frontières méditerranéennes, parce que le résultat c'est que eux disent nous maintenant on ne peut pas non plus payer des sommes immenses pour la défense de nos frontières contre des gens qui de toute façon veulent juste aller en Allemagne, donc on les laisse passer. Donc déjà ça montre qu'il faut coopérer, et idem évidemment aussi d'un point de vue de la défense. On voit bien ce qui peut arriver, que la guerre même sur le continent européen n'est plus impossible, comme le montre l'Ukraine. Il y a un fort risque que, pas l'année prochaine, mais en tout cas à l'aube des 5 ou 10 prochaines années, si jamais l'Ukraine devait perdre d'une manière ou d'une autre cette guerre, qu'un État balte pourrait très bien être le prochain sur la liste, ce n'est pas exclu. Et donc là aussi, militairement, il faut quand même un minimum de cohérence, et puis on veut aussi éviter quand même que
on se lance de nouveau dans une compétition économique effrénée. Donc, il faut un minimum de coordination pour être sûr que nos efforts se concertent et se complètent au lieu de se rivaliser. Parce que le résultat, sinon d'une Europe purement souverainiste, ce sera qu'une nation va s'aligner sur la Chine, l'autre sur la Russie, encore une autre sur les États-Unis et une quatrième sur le Qatar pour avoir des bénéfices contre leurs voisins. Bref, revenir à ce qu'on a déjà eu malheureusement durant de longues parties de notre histoire où on s'est fait justement diviser et où l'Europe s'est freinée. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins un minimum de coopération dans les domaines principaux. Puis je dirais, d'un point de vue un peu machiavélique, il faut tirer les raisons de ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire on voit très bien comme l'Union européenne en tant que structure est une garantie magnifique pour la triomphe du wokisme. L'Union européenne arrive d'une manière très magnifique à être sûre que l'ensemble des différents pays soient orientés à gauche. Et si nous, on veut une Europe conservatrice, eh bien, il faut utiliser cet instrument, même d'une autre manière, pour assurer que, une fois donc la population convaincue de notre approche, que cet instrument puisse servir en notre faveur. Oui, mais justement, c'est la question que je souhaitais vous poser, David Nengels, et ça nous permet peut-être de revenir aussi sur la position intéressante de la Pologne, particulièrement en ce moment. Finalement, est-ce que le vert n'est pas déjà dans la pomme européenne, le vert wokiste et le vert, on va dire, on peut dire occidentaliste, américain, comme vous le souhaitez, d'une certaine façon, l'influence n'est pas déjà dans cette Europe-là et déjà tellement présente que finalement l'Europe des nations, comme vous le revendiquez également, l'Europe du patriotisme européen n'est pas déjà compromis. D'un certain point de vue, le vert, il est dans la pomme depuis le Moyen-Âge. Si on retourne dans l'histoire intellectuelle, idéologique, on voit évidemment que la déconstruction de notre civilisation, elle a toujours été là. Elle est déjà dans les luttes entre le réalisme et le nominalisme au Moyen-Âge, si on veut. Donc il y a toujours eu des tendances plutôt de gauche, plutôt de droite, de patriotisme, d'universalisme, etc. Et oui, il est tout à fait vrai que malheureusement, notre civilisation actuellement soit dans un très mauvais état et quand je vois pas seulement la génération des boomers, mais même malheureusement aussi nos jeunes, qu'il y a visiblement une majeure partie de ces gens-là qui sont, permettez-moi le mot sur vos antennes, qui s'en foutent royalement finalement de tout cela. Néanmoins, ça peut aussi être un certain avantage parce que le fait que les 90% de la population au fond n'en ont pas grand-chose à faire tant que tout roule plus ou moins, ça peut jouer aussi en notre faveur parce que ça montre que nous ne devons pas nécessairement nous battre contre la majeure partie de la population, mais que nous avons un ennemi qui, au niveau quantitatif, est relativement restreint aussi. Et à partir du moment où, comme il faut s'y attendre maintenant, on rentre dans un temps de crise économique large, alors là, ça peut secouer certaines croyances, certaines certitudes et nous donner peut-être une certaine ouverture pour convaincre et pour montrer que nous avons une alternative à offrir qui est mieux que ce qu'on nous prépare de la part de la gauche. Ouais, alors je vais vous donner un exemple plus concret. Si on vient sur la Pologne, justement, où vous vous situez pour le moment, vous n'êtes pas polonais d'ailleurs, hein, d'origine. Non, je suis belge. Oui, vous êtes belge. Finalement, la Pologne, c'est vraiment très intéressant parce que elle fait partie des pays du groupe de Visegrad, d'ailleurs, de ces pays, on va dire, résistants à une forme de doxa bruxelloise, pour le dire comme ça. Donc, défendant, en effet, la défense non seulement de l'identité, mais également des frontières. Et d'un autre côté, on la voit, et de plus en plus avec notamment cette guerre en Ukraine, serrer des mains franches à l'américain et privilégier des contrats américains plutôt que des contrats avec des Français. Alors que, on l'a rappelé d'ailleurs en table ronde, la Pologne est aujourd'hui bénéficiaire de l'Union européenne, donc elle pourrait faire marcher un petit peu la solidarité dans l'autre sens. Donc on voit une position ici de la Pologne qui finalement, on a l'impression, préfère presque son ami américain à la défense de la souveraineté européenne. Qu'en pensez-vous ?
Il faut mettre ça évidemment dans le contexte historique. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne du profit que la Pologne tire du reste de l'Union européenne, il faut mettre ça entre beaucoup de guillemets, parce que ces subsides, où est-ce que ça va? Grosso modo, ça va dans la poche de la plupart d'entreprises occidentales. Quand vous faites les courses ici à Varsovie, si je fais les courses, je vais chez Carrefour, chez Auchan, chez Leroy Merlin, chez Decathlon, etc. Il y a pour ainsi dire pas d'industrie ou de grandes entreprises polonaises. Donc il faut dire que finalement les subsides, c'est un peu la contrepartie du fait que le capital occidental domine tout. Donc en grande partie, cet argent qui est investi ici, qui améliore l'infrastructure, et qui est une très bonne chose évidemment, une grande partie qui retourne de nouveau à l'Ouest. Donc c'est vraiment une situation quand même que justement il y a une autre partie qui part aux États-Unis maintenant. Oui, pas seulement. D'ailleurs, le plus gros contrat a été fait maintenant avec la Corée du Sud en ce qui concerne les chars de guerre, notamment. Donc la situation, la relation avec les États-Unis, surtout pour des raisons idéologiques, est massivement en train de se détériorer. Ça, il faut le voir aussi. Et oui, en ce qui concerne l'attitude par rapport à la France et aussi par rapport à l'Allemagne, quand on voit ce que les médias français, les hommes politiques français et allemands d'ailleurs ont raconté ces 10 dernières années sur le parti au pouvoir, sur la Pologne en général, on comprend assez bien malheureusement qu'il y a un certain ras-le-bol quand on est confronté tous les jours dans les médias à ce que Macron dit ceci, Merkel dit cela, qu'on présente la Pologne comme un pays clérical fasciste où les mouvements LGBT sont détruits, où l'opposition elle est muselée, où la presse elle est censurée, où l'état de droit est bafoué, etc. On ne lit que ça et que des condamnations. Alors oui, les Polonais se disent pourquoi est-ce qu'on devrait, maintenant qu'il s'agit de fric, être solidaires avec des gens qui, eux, dans tous les votes, systématiquement essayent de faire un regime change ici. Donc c'est un peu le fruit de ça. Et vers où est-ce qu'ils se tournent? Ils se tournent évidemment vers leur seul allié principal, les États-Unis, tout en sachant que idéologiquement, les relations sont de plus en plus tendues. Oui, ça c'est intéressant parce que je ne savais pas que les relations étaient tendues, parce que là on voit notamment sur la scène ukrainienne, ils sont bien alignés malgré tout. En ce qui concerne la géopolitique, actuellement, il y a évidemment une certaine similitude des intérêts, ça c'est très clair. Mais à part cela, déjà, Biden a très clairement montré qu'il était opposé au gouvernement actuel. Il y a eu des affaires très compliquées et très désagréables concernant la présence d'un média d'opposition financé en large partie par les États-Unis et qui, dans une loi actuelle ici, aurait perdu une partie de son statut particulier, ce qui a réveillé la diplomatie américaine. Donc l'alignement de la Pologne sur les États-Unis n'est plus du tout aussi clair que c'était avant. Mais actuellement, c'est une situation un peu sans alternative, parce que du point de vue de la Pologne, on a l'impression que la France, elle s'en fiche éperdument, grosso modo. Le triangle de Weimar, il est mort. La France, elle s'intéresse essentiellement à ses propres conflits et à la Méditerranée, mais elle laisse la Pologne à l'Allemagne, grosso modo. C'est ce qu'on a très bien compris ici. Il y a pas de politique orientale de la part de la France. Et l'Allemagne, elle est évidemment à du 200% pour l'opposition actuelle et essaye de faire tout ce qu'elle peut pour massivement influencer les élections en automne de l'année prochaine pour assurer un changement de régime. Donc les seuls qui restent, grosso modo, c'est les États-Unis, et c'est un peu ça la conclusion que les Polonais en tirent, parce qu'il manque d'alternatives. Je suis assez sûr que si on avait maintenant un gouvernement, disons, conservateur, vraiment conservateur en France, qui oserait braver un peu l'Allemagne et qui dirait, voilà, on vous laisse pas l'Est de l'Europe en tant que votre hinterland, mais ça fait partie aussi de notre région de solidarité. Et là, les choses pourraient très vite changer. Alors, David Nagels, je vous coupe parce qu'il est 9h01 maintenant et c'est l'heure des informations avec Corentin Perini. Puis évidemment, on vous retrouve juste après. Ligne droite. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut.
Notre invité est David Engels, historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Zachodny de Poznan en Pologne, ancien titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Et puis je suis toujours avec Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant libre. Et Valentin, je vous redonne la parole. Oui, alors on arrive à la question de comment finalement faire advenir cette Europe traditionnelle et conservatrice dans la réalité. Alors, ce qu'on vient de dire sur la Pologne et ce rapprochement un peu subi des Américains montre bien finalement que cette Union européenne est un mythe et que dans les faits, les États coopèrent et ne s'intéressent pas forcément aux autres. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être abandonner cette Europe et peut-être construire, alors je ne sais pas si c'est à partir du groupe de Visegrad ou autre chose, une vraie base avec des pays qui sont conservateurs et qui, eux, ont une chance de vouloir coopérer ensemble plutôt que de vouloir s'accrocher à une structure qui bénéficie au wokisme et à la gauche finalement. Mmh. Oui, c'était une excellente question. J'ai déjà réfléchi aussi sur cette opportunité. En effet, j'ai longtemps espéré aussi que l'Union de Visegrad allait vraiment pouvoir être un genre de noyau, de point de cristallisation d'une véritable alternative à l'Union européenne. Et qui sait, ce sera peut-être aussi le cas. Néanmoins, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut partir d'une certaine base, parce que l'idée qu'ont aussi certains conservateurs, c'est-à-dire détruisant cette Union européenne et construisant quelque chose de nouveau, me semble problématique, car nous n'allons plus jamais vraiment trouver à tous les Européens, à 2 douzaines de nations, maintenant un terrain d'accord commun. Si on met tout à plat, on va jamais pouvoir reconstruire quelque chose parce que tout le monde en aura quelque part ras-le-bol. Il faut partir d'une certaine base et je ne sais pas si l'Union de Visegrad est vraiment maintenant la base idéale, car l'histoire a quand même montré qu'elle était fragile et que la Tchéquie, la Slovaquie en tant que pays ne sont pas, disons, aussi clairement, ouvertement conservateurs que les deux autres. Le partenariat Pologne-Hongrie s'est un peu affaissé avec les différends concernant la guerre en Ukraine, exactement. Et là on voit que massivement pour l'année prochaine, avec tous les moyens de pression, l'Union européenne essaye de faire chavirer le gouvernement pour imposer ici en Pologne un gouvernement de gauche. Et si jamais ça allait se faire, Visegrad est mort. Donc, je crois qu'il faut plutôt se dire qu'il faut viser toute l'Union européenne et profiter justement, comme on le fait aussi actuellement, des victoires des uns ou des autres, notamment le fait que là, l'Italie est quand même de nouveau, pour la première fois depuis des décennies, un vrai gouvernement de droite qui peut quand même donner un certain signal d'espoir, que la Suède a changé aussi de cap, que le Danemark, même si étant avec un gouvernement de gauche, est quand même une politique relativement conservatrice actuellement, et plutôt favoriser alors une approche européenne, utiliser le Parlement européen comme un genre d'instrument, ou potentiellement, si on a acquis une certaine masse critique, pourrait aussi servir de caisse de résonance et jouer le même jeu qu'eux. Eux, ils jouent le jeu de pouvoir justement utiliser ces instruments contre nous. Nous, on devrait essayer de plus en plus de faire la même chose et d'éprouver cette solidarité par rapport aux Espagnols, aux Italiens, aux Français, les aider dans leur démarche, dans leur campagne, pour jouer sur tous les fronts, de manière à ce que si alors la Pologne devait tomber, ou l'Italie devait tomber, ce ne soit pas aussi grave, parce qu'on aurait quand même l'espoir que au moins l'Espagne entre-temps est venue. Donc quelque part avoir une approche un peu décentrale, cela me semble probablement mieux que de miser uniquement sur un groupe de Visegrad que je vois affaibli et qui surtout est sous une pression que à l'Ouest on ne sait pas imaginer. Ici, c'est tous les jours, un bombardement d'artillerie des médias d'Europe occidentale et de l'Union européenne pour être sûr que les Polonais vont être mis sous une telle pression qu'en automne 2023, ils vont, par la force des choses, devoir voter pour l'opposition ou rester neutre et enfin faire de nouveau partie du monde civilisé. Oui, mais c'est exactement, c'est exactement le problème. Vous venez de dire, elle est torpillée par l'Europe,
je ne sais plus comment vous l'avez nommé, on va dire l'Europe de Bruxelles. En fait, ce que vous dites sur l'histoire de la caisse de résonance et ces partis qu'on entendrait de plus en plus, ça marche si on ne considère que le Parlement européen, le Conseil européen qui est constitué des élus de chaque pays. Mais n'oublions pas qu'il y a la Commission européenne et dont la présidente n'est absolument pas élue, mais juste envoyée ici par des émissaires qui visiblement n'ont absolument pas les intérêts conservateurs. C'est ça, il y a quand même un problème institutionnel au départ. Oui, il y a un problème institutionnel, mais bon, disons, il y a surtout un problème idéologique. Ces institutions, évidemment. si elles étaient animées par une autre idéologie, par une idéologie conservatrice, poseraient beaucoup moins de problèmes. Bon, évidemment, la présidente de la Commission pose surtout le problème de la place de l'Allemagne dans l'Union européenne. L'Allemagne qui, de son histoire et de sa démographie, est trop grande pour être juste un État parmi d'autres, mais qui est trop petite pour pouvoir vraiment être l'hégémon total du continent. Et malheureusement, c'est justement avec ça que ça se joue, parce que le seul pays actuellement en Europe sans un parti conservateur qui serait idéologiquement plus ou moins fixe et qui serait dans une coopération constructive avec ses voisins, c'est l'Allemagne actuellement, malheureusement. Avec la AfD qui est totalement déchirée intérieurement, qui ne sait pas très bien vers où elle va aller et qui n'est donc pas actuellement un partenaire vraiment très, très intéressant pour les Polonais, les Hongrois, les Français ou les Italiens. Et donc c'est un peu ce vide au milieu du continent, dans le milieu conservateur, qui pose aussi un immense problème. Pour sortir un peu de ce débat sur l'Union européenne et prendre un peu de hauteur sur l'histoire, on sait que vous êtes un spécialiste d'Oswald Spengler, que vous avez écrit un livre très intéressant en 2013 sur le déclin, où vous compariez le déclin de l'Europe au déclin de l'Empire romain. Et donc vous attachez une importance particulière aux cycles historiques. Est-ce que vous pensez que ces cycles de l'histoire sont réversibles? Est-ce qu'on peut les combattre et espérer ne pas qu'ils adviennent? Et si oui, est-ce que vous avez des motifs un peu non pas d'espoir, mais d'espérance, pour prendre un terme chrétien, face au temps qui viennent? C'est-à-dire de l'espoir, il faut toujours l'avoir, en dépit de tout ce qui peut arriver de l'extérieur. Surtout l'espoir chrétien, il n'est pas censé évidemment s'appliquer aux ensembles politiques, mais à ce qui est l'essentiel pour le chrétien, c'est-à-dire sa propre foi, sa propre âme, son salut d'âme. Et là, à tous les âges, à toutes les situations de notre vie, nous devons avoir de l'espoir et nous focaliser sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire notre proximité avec Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les États civilisation, les entités civilisationnelles plus larges, là, honnêtement, je suis assez spenglerien, en effet, et je ne crois pas que l'Occident va pouvoir éviter échapper à sa chute. Je crois qu'on est au bout du rouleau, plus ou moins, qu'on entre un peu dans notre phase finale. Mais cette phase finale, d'une certaine pétrification, si on veut, peut aussi être une grande chance. Moi, je situe notre présent vers la fin de la République romaine, c'est-à-dire dans une période où on rentre de plus en plus dans des désordres, voire des guerres civiles, dans un grand chaos où l'idéologie est de plus en plus remplacée par le césarisme et qui, d'une manière ou d'une autre, va se résoudre en faveur d'un genre d'empire augustéen qui, bon, d'un côté, pourra être un peu nostalgique, rétrospectif, conservateur, ce qui nous plairait certainement, mais qui, d'un autre côté aussi, va être du moins partiellement liberticide, autoritaire, ce qui n'est pas vraiment quelque chose que nous, en tant que conservateurs, on apprécie. Mais je crains que ce soit ça la seule vision pour les 20-30 prochaines années à venir, et je crois qu'il faut donc essayer, sachant vers où on voit, d'essayer de façonner ce futur d'une manière optimale en ce qui concerne la conservation des valeurs principales qui nous animent, que ce soit la famille, la nation, la patrie, la religion évidemment, le régionalisme, etc. Et là, on a énormément d'efforts à faire, car ce qui nous reste à faire maintenant, et c'est peut-être ça le côté positif, c'est qu'avant ce stade de pétrification de notre civilisation, eh bien, nous avons maintenant la responsabilité de définir notre civilisation, comment elle va être pour les siècles
à venir, parce que l'Europe n'évoluera plus vraiment, notre art est épuisé, notre technologie va très bientôt aussi s'estomper, grande partie de la civilisation s'en fichera de toute manière de ce qui arrive, il y a juste une petite élite qui au mieux va encore avoir un minimum d'intérêt pour le monde politique, donc c'est à nous maintenant de mettre ce bateau dans la voie du futur et de construire, si on veut, cet empire civilisationnel final. Empire civilisationnel tel que non seulement Spengler, mais aussi d'autres comme Toynbee, comme Vico, comme Hegel ou d'autres l'ont très clairement vu et décrit. C'est un peu notre devoir maintenant, et ce devoir-là, il est immense. C'est peut-être pas celui qu'on aurait choisi. Nous, on aurait tous probablement préféré vivre à l'époque de la Renaissance ou de l'époque baroque avec toute cette opulence et la possibilité de création, etc. Mais voilà, c'est pas là où le destin nous a mis. On doit faire avec, comme on dit, et essayer de façonner ce futur. Merci beaucoup en tout cas David Engels, et on va terminer, conclure sur cet appel à la construction ou la reconstruction de notre civilisation. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes historien, philosophe de l'histoire et professeur de recherche à l'Institut Zachodny de Poznan en Pologne. Merci encore David Engels, et merci à vous Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.